Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women of Power. Je suis Angie Mignerin, chargée de communication au sein du groupe CCR. Chaque jour, nous nous engageons pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion d'aller à la rencontre de femmes leaders dans notre secteur. Dans ces discussions, nous vous invitons à découvrir leur parcours, leur expérience et leur point de vue sur l'égalité en entreprise pour, on l'espère, vous inspirer, vous connecter et trouver des clés pour avancer vers une société plus équitable. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Lazrak. Bonjour Nadia, merci d'être avec nous. Bonjour Angie, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé Nadia. Nous allons discuter de son parcours, son engagement et de comment l'assurance est un art de la solidarité en participant à rétablir une certaine équité sociale. Pour élargir le point de vue de ces interviews, j'ai également proposé à des collaborateurs de participer aux échanges sur chaque épisode de cette saison. Ils nous rejoindront en fin d'interview. Commençons avec la première question. Nadia, vous avez une maîtrise en biologie qui vous prédestinait davantage à une carrière dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Mais le hasard en a décidé autrement. Pourriez-vous nous raconter votre parcours et nous parler de votre société que vous avez créée il y a 4 ans ? Effectivement, j'ai fait des études de biologie et le hasard m'a amenée à l'assurance. En fait, un domaine qui n'était pas tout à fait nouveau pour moi puisque ma mère y travaillait depuis ma naissance. Donc j'ai commencé dans un cabinet de courtage international en 93 qui avait une filiale au Maroc que j'ai eu donc le plaisir et l'honneur de diriger de 2001 à 2012. Puis la motivation pour l'entrepreneuriat s'est manifestée fortement. Et j'ai donc décidé de me spécialiser dans la gestion des processus d'assurance. C'est en effet en grande partie là, je pense, que l'expertise du courtier d'assurance ou de l'assureur se manifeste. Évidemment, il y a le moment de l'étude qui est très important pour identifier les besoins du client et y répondre du mieux possible. Mais une fois que le programme est placé, il s'agit de mettre en œuvre tous les engagements et de défendre au mieux les intérêts du client, que ce soit en cas de sinistre ou tout au long de la vie du contrat. Donc aujourd'hui, nous offrons à travers notre plateforme Géozo des services de délégation de gestion aux assureurs et aux intermédiaires, qu'ils soient locaux ou internationaux. Et nous avons beaucoup utilisé la digitalisation et l'intelligence artificielle pour optimiser justement les processus de traitement. Et dernièrement, donc il y a 4 ans, nous avons digitalisé le parcours de souscription pour simplifier l'accès à l'assurance à toutes celles et ceux qui privilégient ce canal. Et c'est ainsi que nous avons aussi intégré la distribution à nos activités d'assurance que nous exerçons à travers le courtier AssureWi et sa plateforme donc qui s'appelle DigiAssure. Parcours très impressionnant et éclectique. En tout cas, bravo d'avoir accompli tous ces projets qui étaient quand même assez ambitieux. En tant que femme, quels sont les obstacles et les stéréotypes que vous avez dû surmonter pour vous épanouir dans votre entreprise et dans le monde du travail en général ? Alors, en fait, moi je pense que très peu de personnes sont capables d'accepter la différence. Et pour peu qu'on soit légèrement en dehors des conventions, on va dire original dans notre manière d'être ou de paraître, notre manière même de faire évoluer notre métier, j'ai l'impression qu'on porte sur nous un regard que je qualifierais d'étrange. En fait, si vous n'assumez pas votre différence, si vous n'avez pas développé assez de confiance en vous, il est clair que ce regard peut vous perturber, voire être paralysant pour votre métier. Effectivement, ces préjugés sont exacerbés lorsqu'il s'agit d'une femme, mais ce qui est vraiment surprenant, et en tout cas qui me dérange moi au plus haut point, c'est que ce comportement ne vient pas uniquement des hommes. Certaines femmes aussi peuvent être dérangées par la singularité d'autres femmes. Donc pour ma part, l'obstacle le plus important dans le domaine du travail vient du fait qu'il nous pousse un peu à changer de personnalité, à nous adapter à une certaine, je vais dire, normalité, que je ne trouve absolument pas normale. Je n'y suis jamais arrivée. J'ai toujours privilégié une transparence totale et un alignement avec les valeurs que je porte, que ce soit dans le cadre du travail ou hors de ce cadre. Il ne faut pas attendre trop de choses de l'extérieur. Tout est en nous. Il faut savoir juste le trouver et le déployer. Et c'est ça la grosse difficulté. À votre avis, quelles actions seraient-il nécessaires de mettre en œuvre pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction ? Il ne faut pas
trop en attendre des lois, parce que de toutes les façons, ce qui est primordial, je pense, c'est d'abord le changement des mentalités. J'en veux pour preuve la loi musulmane qui autorise largement la femme à travailler et en plus à garder pour elle ses revenus, sans contribuer financièrement, si vous voulez, à la marche du foyer, parce que dans la loi musulmane, encore une fois, c'est l'homme qui est le chef de famille. Mais malgré ça, dans les faits, cela n'a pas beaucoup d'impact sur la motivation des femmes pour l'entrepreneuriat ou les postes de direction, ni sur celle d'ailleurs de la société pour accepter que les femmes aient des postes de responsabilité. À mon avis, les actions à entreprendre consistent plutôt dans un travail sur la volonté et la confiance en soi. Et le problème, c'est que la confiance en soi se développe d'abord dans le regard que portent sur nous nos parents. Tant que les parents feront la différence entre le rôle de la fille et le rôle du garçon dans la société, tant que les mères ne se départiront pas du schéma patriarcal qui nous est imposé, je pense que nous n'arriverons pas à donner la confiance nécessaire aux filles pour qu'elles puissent avoir de grandes ambitions et s'engager sur la voie de leur réalisation. Et malheureusement, je ressens encore, en tout cas dans la société marocaine, une certaine répartition des rôles. Et la femme n'est souvent considérée qu'à travers son mari. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire référence à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gibran Khalil Gibran, et qui parle dans Le Prophète des enfants, en disant aux parents, en gros, ils ne vous appartiennent pas. Et je voudrais, si vous le permettez, vous lire un passage que j'aime beaucoup, qui dit, je le cite, « Vous êtes les arcs d'où, comme des flèches vivantes, vos enfants sont lancés. L'archer voit la cible sur le parcours de l'infini et il vous tend de toute sa force afin que les flèches partent légères et lointaines. Que votre inflexion dans la main de l'archer se destine à la joie, car de même qu'il aime la flèche qui s'envole, il aime aussi l'arc qui est stable. Et pour moi, l'arc qui est stable, c'est bien la stabilité du parent, sa force, c'est aussi la confiance qu'il a en lui. Et une femme confiante en elle et en ses capacités, je pense, ne pourra faire que transmettre cette confiance à ses enfants, qu'ils soient filles ou garçons. On peut voir que vous êtes une femme de poigne et ambitieuse. Vous faites d'ailleurs partie de l'Association des femmes entrepreneurs du Maroc. Pourquoi avoir rejoint ce réseau de network et d'entraide il y a 2 ans ? Alors en fait, au Maroc, il y a quelque chose qui est assez incroyable qui s'est produit là, ces dernières années. C'est que le taux d'activité des femmes est passé de 31% en 1999 à 22% en 2019. Donc ça se réduit. Et moi, j'aimerais beaucoup voir cette tendance s'inverser. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense que le travail participe à la réalisation de soi. Je crois aussi en la contribution de chacun et chacune dans la construction de la société. Bien sûr, l'éducation des enfants, qu'on affecte généralement aux femmes, n'est pas une mince affaire, ça c'est clair. Se sacrifier pour l'éducation de ses enfants, à mon sens, n'apporte pas grand-chose en fait, à part de la culpabilité aux enfants et de la frustration aux parents. Alors, le travail, à mon sens, apporte la liberté et l'indépendance, qui sont aussi des facteurs très importants dans l'équilibre de tout un chacun, et également dans la prise de conscience de notre propre responsabilité, nos propres responsabilités. À mon avis, l'idéal, c'est d'arriver à tirer du plaisir de notre travail. Et en fait, la FEM apporte beaucoup d'aide. La FEM, qui est donc l'Association des femmes entrepreneurs au Maroc, apporte beaucoup d'aide aux femmes entrepreneurs à travers des formations, des négociations de financement, des échanges de bonnes pratiques. Et c'est aussi, je pense, une manière de montrer l'exemple et d'inciter les femmes à entreprendre pour un impact globalement positif sur la société et équitable, comme vous le disiez. Je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent suivre vos traces ? Justement, je pense qu'il est essentiel de faire constamment une espèce d'introspection, d'apprendre à se connaître, de construire sur n'importe quelle expérience, qu'elle soit positive ou négative, ne jamais se laisser sombrer dans une espèce de victimisation. Parce que je dis toujours, vivre, c'est se soucier, et l'humain n'évolue pas sans obstacle. Il faudrait vivre, je pense, avec intensité chaque expérience pour en tirer une leçon et avancer de façon sereine.
Je pense aussi qu'il faut se ménager des espaces à soi. Ça me rappelle un essai de Virginia Woolf qui s'appelle « Une chambre à soi », où elle met en avant l'idée que pour produire, une femme a besoin d'une chambre à elle. Donc de liberté, d'un espace où elle peut s'isoler pour stimuler sa créativité et son inspiration, mais aussi du temps libre pour elle. Et je pense que entreprendre ne devient vraiment plaisant qu'à partir du moment où il donne du sens à notre vie. C'est la raison pour laquelle il faut aussi, à mon sens, s'entourer et former une équipe autant que faire se peut de personnes qui partagent les mêmes valeurs que celles que vous portez, la même vision et qui ont pleinement conscience de la mission de votre entreprise. Il faut bien sûr toujours garder finalement sa santé. Sans elle, peu de choses sont possibles. Donc voilà, en fait, c'est un mélange de connaissance de soi et de préservation de soi pour donner le meilleur de soi, toujours dans un contexte d'entraide et de solidarité. Je vois complètement vos conseils, vos recommandations. Merci Nadia d'avoir partagé votre parcours et votre expérience. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Mathieu Alme. Bonjour Angie. Bonjour Mathieu. Donc, vous êtes directeur rétrocession et capital alternatif chez CCARE. Merci de nous rejoindre. Donc, j'aimerais vous poser une question à tous les deux pour croiser votre vision. Donc, selon vous, Nadia, Mathieu, le leadership féminin est-il différent du leadership masculin et pourquoi ? Vaste sujet a priori, mais en tout état de cause, le leadership n'est pas par nature l'affaire des hommes. En revanche, dire que le leadership féminin est différent du leadership masculin, parce que les femmes dirigent autrement que les hommes, je ne crois pas. J'imagine peut-être qu'inconsciemment on attend certaines caractéristiques chez les uns ou chez les autres. Cependant, selon moi, le leadership il est influencé par le charisme, par l'intelligence émotionnelle entre autres, et donc il s'agit avant tout d'un savoir-être, en grande partie lié aux capacités relationnelles. Par conséquent, ce savoir-être en fait il n'est pas genré. Il découle des expériences, du vécu, de l'environnement dans lequel les personnes évoluent, de l'éducation. Alors, j'entends par éducation parce qu'on peut recevoir à l'école, mais au sein de la famille. Et c'est là précisément que, selon moi, naissent les différences de leadership. Distinguer le leadership féminin du leadership masculin, c'est le faire sur la base de stéréotypes. Et à mon sens, c'est une erreur. C'est vouloir projeter une image de la féminité ou à l'inverse de la masculinité. Et je pense qu'il faut se dire simplement que le terme leadership n'a pas de genre. Je vois pas de différence, honnêtement. Je partage tout à fait l'avis de Mathieu. Donc, je ne pense absolument pas que le leadership soit genré. À mon avis, un leader n'est pas une femme ou un homme, mais c'est avant tout une personne qui sait insuffler de la motivation, qui sait établir une relation de confiance, qui sait engager ses équipes, qui sait les faire rêver, et tout cela dans la bonne humeur et la bienveillance, et quel que soit, encore une fois, le degré de difficulté de la situation. Et en fait, les exemples de leadership de ce style ne manquent pas, d'ailleurs, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Mais évidemment, on va en rencontrer peut-être moins en nombre chez les femmes, toujours pour la même question de confiance en soi que j'ai eu l'occasion de développer avant. Donc, un leader, c'est obligatoirement une personne qui croit en elle et dans ses projets. Donc, les hommes et les femmes sont capables d'avoir du leadership, mais il n'est pas genré. Merci beaucoup Nadia et Mathieu d'avoir partagé votre opinion sur une question qui est parfois un petit peu compliquée. En tout cas, c'était une discussion riche d'enseignements et d'idées pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup à vous deux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast Women of Power pour découvrir le parcours de femmes exceptionnelles qui agissent chacune à leur façon pour un monde plus égalitaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant au podcast, en le notant ou en laissant un commentaire sur les plateformes d'écoute. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt pour d'autres épisodes de Women of Power.